Salut à tous. Et ben voilà, c'est reparti pour une petite séance de lecture. Et aujourd'hui, j'ai choisi ce bouquin. Alors, c'est pas de la grande littérature, au sens classique, mais c'est quand même de la bonne littérature pour toutes les personnes qui veulent sortir des relations toxiques parce que cette nana est une thérapeute et elle a condensé un certain nombre d'expériences de ses patients, des femmes, qui étaient attirées par des hommes aux humeurs changeantes, ou alors fuyants, ou alors infidèles, obsédés par le travail, bref, pas libres. Et donc, elle se demandait pourquoi, en fait, elle s'est, comme elle est thérapeute, évidemment, elle a trouvé des liens avec les rapports qu'on a avec les parents. Donc il y a une série de témoignages où les femmes parlent de leur relation et après, la thérapeute, Robin Norwood, fait le lien avec ce qu'elles ont vécu comme enfants par rapport à leurs parents. Et il y a des liens vachement évidents quand on met ces deux parties de vie côte à côte. Moi, je trouve ça très intéressant. Par contre, je l'ai commencé, donc je commence à la page 190 par un témoignage de Pam. Pam, 36 ans, divorcée 2 fois, mère de 2 adolescents. Je vous préviens, c'est pas toujours gai, mais bon, ça peut aider certaines. J'ai grandi dans un foyer tendu, malheureux. Ma mère avait été abandonnée par mon père avant ma naissance. J'en vins à croire qu'elle était le tout premier parent célibataire. Je ne connaissais personne dont les parents étaient divorcés, et comme nous habitions une ville très classe moyenne, pendant toutes les années 50, on ne manquait pas de nous faire sentir l'anomalie de notre situation. Et là, je m'excuse, mais je crois que je l'ai déjà lu. Je vais donc, parce que je lis pour moi en même temps, passer à la page 198, Céleste. 45 ans divorcée, mère de 2 enfants vivant à l'étranger avec leur père. Je suis probablement sortie avec une centaine d'hommes dans ma vie, et en y repensant maintenant, je suis certaine que c'était soit des hommes beaucoup plus jeunes que moi, soit des escrocs, des toxicomanes, des alcooliques, des homosexuels ou des fous. 100 hommes, impossible. Comment ai-je fait pour les trouver ? Mon père était aumônier dans la marine. Cela revient à dire qu'il prétendait être un homme bon et affectueux, partout sauf à la maison, où il se comportait selon sa véritable nature. Il était méchant, exigeant, critiqueur et égoïste. Lui et ma mère pensaient que nous, les enfants, n'existions que pour l'aider à jouer son rôle professionnel. Il s'attendait à ce que nous fussions parfaites à l'école, en société, et que nous eussions toujours une conduite irréprochable. Cela était impossible, étant donné l'atmosphère chez nous. La tension qui régnait à la maison, quand mon père était là, était à couper au couteau. Il n'y avait aucune intimité entre mes parents. Ma mère était continuellement fâchée. Elle ne se disputait pas ouvertement avec mon père. Sa colère était sourde et menaçante. Chaque fois que mon père exécutait un travail qu'elle lui avait demandé de faire, il le gâchait exprès. Un jour que la table de la salle à manger avait besoin d'être réparée, il l'arrangea au moyen d'un immense clou, ce qui eut pour résultat d'abîmer complètement la table. Nous avions tous pris l'habitude de le laisser tranquille. Lorsqu'il atteignit l'âge de la retraite, il passa toutes ses journées et toutes ses soirées à la maison, assis dans son fauteuil et jetant des regards mauvais autour de lui. Il ne disait pas grand-chose, mais sa seule présence nous mettait toutes mal à l'aise. Je le haïssais vraiment. À cette époque-là, je ne pouvais pas me rendre compte qu'il avait ses propres problèmes et que nous avions les nôtres. À la façon dont nous agissions avec lui,
et dont nous le laissions nous contrôler par sa présence. C'était un duel permanent. Qui contrôlerait qui? Et c'était lui qui gagnait toujours passivement. De toute façon, il y avait longtemps que j'étais devenue la révoltée de la famille. Comme ma mère, j'étais en colère et ma seule manière de l'exprimer était de rejeter toutes les valeurs que mes parents représentaient, de m'en aller et d'essayer d'être le contraire de chacun des membres de ma famille. Je crois que ce qui m'enrageait le plus était le fait que nous paraissions si normaux vus de l'extérieur. Je voulais crier sur les toits comment notre famille était perturbée, mais personne chez moi ne semblait s'en rendre compte. Ma mère et mes sœurs s'étaient faites à l'idée que c'était moi qui avais un problème, et j'ai accepté cette version des choses en jouant mon rôle jusqu'aux limites extrêmes. À l'école que je fréquentais, j'ai lancé un journal clandestin qui causa beaucoup d'émoi. Ensuite, je suis allée au collège, et dès que j'en ai eu l'occasion, je suis partie à l'étranger. J'avais hâte de m'éloigner le plus possible de ma famille. J'étais extérieurement très révoltée, mais j'étais très confuse au-dedans de moi. J'ai eu ma première expérience sexuelle lorsque je faisais partie du Peace Corps, organisation américaine pour l'aide aux pays en voie de développement. Et ce n'était pas avec un volontaire, c'était avec un jeune étudiant africain. Il voulait tout savoir sur les États-Unis. Je me sentais comme son mentor, plus solide que lui, mieux éduquée, davantage dans le vent. Le fait que je sois blanche et lui noire fit beaucoup de bruit. Je m'en fichais. Cela ne faisait que renforcer mon esprit de révolte. Quelques années plus tard, alors que j'étais encore au collège, je rencontrai un Espagnol et me mariai avec lui. C'était un intellectuel, qu'il venait d'une famille aisée. Je respectais ce genre de choses. De plus, il avait 27 ans et il était encore vierge. D'être de nouveau le professeur me donna confiance et un sentiment d'indépendance. Je me sentais en contrôle. Nous avons été mariés pendant 7 ans et avons vécu à l'étranger. À cette époque-là, j'étais terriblement nerveuse et malheureuse, mais je ne savais pas pourquoi. Puis, je fis la connaissance d'un jeune étudiant orphelin. Je commençai avec lui une liaison mouvementée au cours de laquelle je quittais mon mari et mes 2 enfants. Ce jeune homme n'avait eu de relations sexuelles qu'avec des hommes avant de me rencontrer. Nous avons vécu ensemble dans mon appartement pendant 2 ans. Il avait aussi des partenaires sexuels masculins, mais cela ne me dérangeait pas. Nous avons essayé un tas de trucs dans le domaine du sexe et je crois bien que nous avons forcé tous les tabous. Ce fut toute une aventure pour moi, mais au bout d'un certain temps, je redevins agitée. Je me suis donc débarrassée de lui comme amant. Nous sommes cependant encore amis à l'heure qu'il est. Après lui succéda une longue série de types de très très bas calibre. Ils habitèrent tous avec moi, c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart d'entre eux m'empruntèrent de l'argent, parfois plusieurs milliers de dollars. Il y en a même qui m'ont entraînée dans des combines tout à fait illégales. Je n'étais pas du tout consciente d'avoir un problème malgré tout ce qui se passait. Étant donné que chacun de ces hommes retirait quelque chose de moi, je me sentais la plus forte, celle qui contrôlait la situation. Je revins ensuite aux États-Unis et commençai à sortir avec l'homme qui fut probablement le pire spécimen de ma collection. Son alcoolisme était tellement avancé que son cerveau avait subi des lésions, pas des liaisons, mais des lésions cérébrales. Cet homme se mettait en colère pour un rien, se lavait rarement, ne travaillait pas et avait été menacé de prison pour conduite en état d'ébriété. Je l'accompagnai à l'agence où il était contraint à suivre un programme destiné aux chauffeurs condamnés pour avoir conduit en état d'ivresse, et l'instructeur qui nous reçut me suggéra de voir un de leurs conseillers. Il voyait bien que j'avais moi aussi des problèmes. Cela semblait évident à cet instructeur, mais pas à moi. Je croyais que c'était l'homme avec qui je vivais qui avait des problèmes, et que j'étais normale, moi. Néanmoins, j'ai suivi le conseil de l'instructeur. La personne qui m'a reçue en consultation m'a aussitôt invité à parler de mon attitude dans mes relations avec les hommes. Je n'avais jamais examiné ma vie sous cet angle-là auparavant. J'ai décidé de revoir cette conseillère. Elle m'a aidé à voir plus clairement l'attitude que j'avais adoptée.
Lorsque j'étais enfant, je m'étais tellement détachée de mes sensations que les expériences dramatiques que je vivais avec ces hommes m'étaient indispensables, ne fût-ce que pour me sentir en vie. Alors je bloque un peu parce que cette histoire a des résonances en moi. Voilà. Donc c'est les joies du live. Lorsque j'étais enfant, je m'étais tellement détachée de mes sensations que les expériences dramatiques que je vivais avec ces hommes m'étaient indispensables, ne fût-ce que pour me sentir en vie. Avoir des ennuis avec la police, m'adonner à la drogue, être mêlé à des combines d'argent, à des jeux dangereux et à des jeux sexuels, à des gens dangereux et à des jeux sexuels, dénaturés, tout cela était devenu très ordinaire pour moi. En fait, même avec tout cela, je ne ressentais pas grand-chose. Je continue de voir la conseillère et, à sa suggestion, je me joignis aussi à un groupe de femmes. J'ai alors commencé à apprendre lentement des choses sur moi, sur mon attirance envers des hommes malades et inadaptés, que je pouvais dominer grâce aux efforts que je déployais pour les aider. Bien qu'ayant été en analyse en Espagne pendant des années, évoquant sans cesse ma haine pour mon père et ma colère contre ma mère, je n'avais jamais fait le rapprochement avec mon obsession d'homme impossible. Ça déménage ce livre, c'est dingue. Voilà. J'ai toujours cru que l'analyse m'avait fait beaucoup de bien. Elle ne m'avait pourtant jamais aidé à modifier mon attitude. En fait, lorsque j'examine le comportement que j'avais pendant ces années-là, je me rends compte que je n'avais fait qu'empirer. Je commence à aller mieux maintenant grâce à mes séances de thérapie et mes rapports avec les hommes s'améliorent aussi peu à peu. Il y a quelque temps, je sortais avec un diabétique qui refusait de prendre son insuline. J'essayais de l'aider en le raisonnant sur le danger qu'il courait et en cherchant à améliorer son estime de lui-même. Cela peut sembler drôle à dire, mais la fréquentation de cet homme représentait un pas en avant. Lui au moins n'était pas affligé d'une totale dépendance, mais je jouais encore mon rôle habituel de femme forte qui s'occupe du bien-être d'un homme. Je laisse momentanément les hommes tranquilles parce que j'ai enfin compris que je ne veux pas me rendre responsable d'un homme et parce que c'est encore le seul moyen d'interaction avec les hommes que je connaisse. Jusqu'ici, les hommes n'ont représenté pour moi qu'un moyen pour m'éviter d'avoir à m'occuper de moi. Pour une fois, je m'efforce d'apprendre à m'occuper de moi-même et à renoncer à ces diversions qu'ont été les hommes dans mon existence. Ouh, des fois, je souligne. C'est inquiétant, toutefois, parce que je réussissais beaucoup mieux à m'occuper d'eux que de moi-même. Nous voilà de nouveau en présence des thèmes jumeaux. Donc là, c'est la thérapeute qui parle. Dénégation et contrôle. L'état émotionnel de la famille de Céleste était chaotique, mais ce chaos ne fut jamais admis ou exprimé. Même la révolte de Céleste contre les règles et les normes familiales n'était qu'une allusion très subtile à l'état profondément perturbé de sa famille. Elle avait beau crier, aucun de ses proches ne voulait écouter. Étant en butte à tant de frustration et d'isolation, elle s'est coupée de toutes ses sensations à l'exception d'une, la colère contre son père, parce qu'il lui était inaccessible, et contre les autres membres de la famille qui refusaient de voir leurs problèmes et sa souffrance à elle. Mais sa colère était irraisonnée. Céleste ne comprenait pas que celle-ci venait de son impuissance à changer la famille qu'elle aimait et dont elle avait besoin. N'ayant pu satisfaire ses besoins émotionnels d'amour et de sécurité dans ce milieu-là, elle a recherché des relations qu'elle pouvait contrôler avec d'autres gens qui avaient moins d'éducation et d'expérience qu'elle et qui se trouvaient dans de moins bonnes conditions économiques et sociales qu'elle. Son besoin inné de ce genre de rapport se révèle dans l'extrême degré d'inadaptation de son dernier partenaire, un alcoolique quasi irrécupérable et qui n'était pas très loin de correspondre à l'image stéréotypée d'ivrogne. Et là encore, Céleste, qui était intelligente, sophistiquée, instruite et expérimentée, ne s'inquiéta pas de tous les indices qui lui montraient combien cette liaison était malsaine et non appropriée. La dénégation de ses propres sentiments et perceptions
et son besoin de contrôler cet homme et la relation qu'elle vivait avec lui l'emportait de beaucoup sur son intelligence. Il importait dans le processus de guérison de Céleste qu'elle cesse son analyse intellectuelle d'elle-même et de sa vie, et qu'elle commence à ressentir cette grande souffrance affective qui entourait le non moins grand isolement qu'elle endurait depuis son enfance. De nombreuses et exotiques expériences sexuelles étaient rendues possibles par le peu d'intimité qu'elle partageait avec d'autres êtres humains et avec elle-même. En fait, ces relations lui évitaient de risquer la moindre intimité avec les autres. Le drame qu'elle vivait et l'excitation qu'elle en tirait la protégeaient de la terrible menace de l'intimité. Sur le chemin de la guérison, il lui fallait envisager la situation calmement, froidement, sans se laisser distraire par un homme, et s'exposer à ses propres sensations, y compris l'isolement qui lui était douloureux. Il fallait aussi que d'autres femmes qui comprennent son comportement et ses sentiments valorisent les efforts qu'elle faisait en vue de changer. Pour guérir, Céleste devait apprendre à faire confiance à d'autres femmes ainsi qu'à elle-même. Céleste doit d'abord entrer en relation avec elle-même avant de pouvoir interagir sainement avec un homme. Et elle a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Tous ses contacts antérieurs avec les hommes n'étaient au fond qu'un reflet de la colère, du chaos et de la révolte qu'elle vivait en elle. Et les efforts qu'elle faisait pour contrôler ces hommes étaient également des efforts pour calmer les forces internes et les sentiments qui l'animaient. C'est désormais sur elle-même qu'elle doit concentrer ses efforts, et la stabilité qu'elle acquérera peu à peu se manifestera dans ses interactions avec les hommes. Tant qu'elle n'aura pas appris à s'aimer et à se faire confiance, elle ne pourra ni éprouver d'amour et de confiance à l'égard d'un homme, ni acquérir l'amour et la confiance de cet homme. Beaucoup de femmes font l'erreur de chercher un homme avec qui elles pourront développer une relation, sans avoir au préalable développé une relation avec elles-mêmes. Elles courent d'un homme à l'autre à la recherche de ce qui leur manque. Cette recherche doit commencer en nous. Si nous ne nous aimons pas, il n'y a personne qui puisse nous donner suffisamment d'amour pour que nous nous sentions comblés. En effet, lorsque dans notre dénuement nous nous mettons en quête d'amour, nous ne pouvons trouver qu'un dénuement encore plus grand. Ce que nous manifestons dans nos vies est un reflet de ce qui est au fond de nous. Nos croyances en nos propres valeurs, en notre droit au bonheur et à ce qui nous revient dans la vie. Lorsque nos croyances changent, notre vie change aussi. C'est difficile de mettre des mots dessus. Personnellement, je suis très troublée. C'est vraiment très bien analysé. Et eh bien, Céleste, l'histoire de Céleste me parle beaucoup. Là, je vais couper pour en refaire une autre. À plus tard.